Débuter en me présentant brièvement. Je suis Marie-Ève Major, je suis professeure au département des relations industrielles de l'Université Laval. Puis en mon nom, également au nom du département des relations industrielles et également au nom de l'équipe d'ergonomie du département des relations industrielles, bien, on est vraiment très heureux de vous accueillir et d'organiser ce webinaire. On vous remercie sincèrement pour votre grand intérêt. Ça a répondu en très grand nombre. On a été très surpris de cette belle réceptivité. On est également très content de retrouver des collègues du Québec, du Canada, mais également des collègues de la France, de la Belgique. On a aussi des collègues notamment de la Colombie, du Bénin. Donc, bienvenue à tout le monde. On sait que c'est pas la même heure pour tout le monde, donc on va essayer de bien respecter les temps. Avant de débuter, de vous présenter notre grande conférencière, prendre un petit moment là, juste pour remercier certaines personnes qui ont rendu possible cet événement. Il y a entre autres Isabelle Miller-Quentin et Samuel Dinel pour leur soutien technique et logistique qui a été vraiment très, très apprécié. J'aimerais également remercier le directeur du département des relations industrielles, Sylvain Luc, pour son appui à la tenue de ce webinaire. Et maintenant, sans plus tarder, eh bien, je vais présenter notre conférencière. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous présenter Sandrine Caroli. Donc, la professeure Caroli, en fait, sa présentation va s'intituler Activité collective, risque et corps. Pour vous glisser quelques mots sur la professeure Sandrine Caroli, donc elle est professeure en ergonomie au laboratoire PACT à l'Université Grenoble-Alpes. Elle est également responsable du Risk Institute UGA. Elle participe à des recherches sur les liens travail-santé, les transitions, la gestion des crises et elle enseigne également dans des écoles d'ingénieurs. Pour ceux et celles, je vais le mentionner tout de suite, pour ceux et celles qui seraient intéressés à avoir accès à la présentation, on enregistre, comme vous avez pu le constater. Donc, ce qu'on va faire, on va pouvoir partager en fait le lien vers l'enregistrement là, suite à la présentation, suite au webinaire. Donc, le temps qu'on fasse le montage de tout ça, ça devrait vous être envoyé là, par courriel, le lien pour accéder à l'enregistrement au début de l'année 2025. Euh, Pendant la présentation, si vous avez des questions, en fait, je vais vous inviter à les poser dans le chat, en fait, dans l'outil de discussion, là, de conversation sur Zoom. Donc, si jamais pendant la présentation, là, pour pas interrompre Sandrine, donc les poser dans le chat. Et suite à la présentation, en fait, là, vous allez pouvoir ouvrir votre caméra et poser à haute voix votre question, ou je pourrais lire également là, les questions qui auront été insérées pendant la présentation. Si c'est possible pendant la présentation, de bien fermer vos micros pour pas qu'il y ait de bruit de fond ou s'il y en a qui veulent manger librement également. Donc, ça va permettre à Sandrine là, de bien présenter. Donc, sans plus tarder, Sandrine, je vais te laisser la parole. Merci Marie-Ève. Je vais donc mettre un petit diaporama. Voilà. Alors, d'abord, merci beaucoup Marie-Ève de m'offrir cette possibilité de présenter mes réflexions sur activité collective, risque et corps. Merci aussi à Isabelle et Samuel pour toute l'organisation technique de ce webinaire. Et c'est vrai que c'est très agréable, même à distance, de se dire, voilà, on peut avoir des possibilités de présenter nos réflexions et de pouvoir en échanger. Euh, alors, pourquoi ce titre, Activité collective, risque et corps? C'est important de le resituer vis-à-vis de mon parcours. Bon, moi, je suis ergonome, mais je viens d'une formation de psychologie du travail. Je travaille dans une école d'ingénieurs en prévention des risques et en génie industriel. Et donc, je suis dans un laboratoire pluridisciplinaire en sciences politiques, géographie et sociologie. Et donc, je suis amenée par mes travaux de recherche et mes enseignements à traiter de la question du risque. Alors, au début, c'était plutôt les risques professionnels, puis ensuite, ça a été un peu les risques industriels avec les problématiques de sécurité.
Et puis aujourd'hui, je suis davantage sur les risques environnementaux liés aux conséquences du changement climatique. Alors, quand j'ai commencé à travailler les liens santé et travail, j'étais davantage sur les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, très vite, ça m'a amené sur les questions d'organisation du travail et plus particulièrement sur l'importance de l'activité collective dans des formes de réorganisation du travail qui pouvaient être ressources pour la préservation de la santé, mais aussi pour la gestion des risques et de la sécurité. Donc ça a été un objet, l'activité collective que j'ai traité avec plusieurs modélisations. Et puis aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est de faire le lien avec le corps. Alors pourquoi cette question du corps? Elle me vient d'une réflexion où aujourd'hui le travail change et la société évolue de plus en plus avec un travail sans corps. J'ai commencé cette réflexion quand on était en télétravail pendant le Covid. Et aujourd'hui, ma pratique d'ergonome m'amène à être sur l'intelligence artificielle ou l'hypertechnologisation, comme si c'était un bien-être. Euh, et, et- et là, j'ai de plus en plus de doutes sur ce que offre la technologie comme développement possible de l'activité. Donc, c'était important pour moi de reposer cette question aussi du corps. Le corps, ce n'est pas la maladie, c'est dans l'activité. Le corps, c'est la transformation du travail. C'est pouvoir faire face à quelque chose, c'est une puissance d'agir. Et ce qui m'intéresse dans le corps, c'est l'activité du sujet. Hein, comment finalement le corps, alors le corps pour moi c'est évident, ne perd pas l'esprit. Hein. Le corps et l'esprit sont dans l'action, comme dirait le plat, hein, dans l'activité. Bien évidemment, dans l'activité, il y a une activité motrice, hein. Mais il y a aussi des actes signifiants dirigés vers le rapport entre soi et autrui, qui est particulièrement important à questionner aujourd'hui. Donc là, c'est marrant parce que ce matin, bon, en France, c'était ce matin, euh, je faisais la soutenance d'HDR de Jean-Luc Thomas. Thomas, qui est en clinique de l'activité, et qui nous montrait combien corps et affect sont liés justement dans la question de l'activité. Voilà, alors donc ma présentation. Ah, comment je fais? Ça marche pas. Voilà. Alors, d'abord, vous dire voilà, comment je vois activité collective, risque et corps, et que si vous voulez aller plus loin, il y a plusieurs écrits dans ce livre à Octares, hein, que vous pouvez consulter. Donc, d'abord, la première chose, c'est de dire que l'activité, pour moi, est individuelle et collective. Alors, dire que l'activité est individuelle et collective, c'est pour placer justement cette notion d'activité collective qui ne remet pas en cause le fait que l'activité soit individuelle, c'est évident, mais elle invite à dépasser une conception où l'activité ne serait qu'individuelle. C'est-à-dire une conception où on serait sur des conditions externes qui relèveraient de relations sociales dans le travail, et ça permet d'aller plus loin que les dimensions collectives de l'activité. Alors tant pis, j'enfonce des portes, mais je suis embêtée d'entendre régulièrement les dimensions collectives de l'activité. En effet, l'individu dans son activité n'est-il pas quelque chose dans ses actes, dans la société et pour la société? Il y a du collectif en soi, dans sa manière d'agir et d'interagir. Le développement de l'individu, le sujet dans son activité, se fait dans le rapport aux objets, mais se fait aussi dans le rapport avec les autres. D'où l'importance pour moi de considérer que l'activité est à la fois individuelle et collective. Deuxième aspect, c'est la gestion des risques. La gestion des risques telle que je la traite aujourd'hui, les risques sont principalement enseignés ou dans les grandes entreprises relèvent du risque lié aux normes et à la sécurité réglée. Or, pouvoir gérer des risques, ça se fait dans le réel et ça se fait souvent dans la réélaboration des règles. Donc, cette notion de réélaboration des règles euh, qui rend possible une sécurité gérée,
En fait, elle n'est possible, cette réélaboration des règles, que si elle peut se réaliser par la mobilisation du corps et du collectif. Autre point important, c'est que ma définition du corps, elle comprend à la fois le corps organisme et le corps sujet. Le corps organisme, en fait, le corps a diverses fonctions, hein. Si on regarde le corps organisme, c'est souvent celui qui est exposé au risque. Le corps qui est le produit de l'activité du sujet sur l'organisme, hein, comme avec un certain nombre d'expositions et de conséquences en matière de maladies professionnelles ou de fatigue. Et comme vous le savez, dans un modèle de l'activité, l'individu n'est pas passif. Il met en œuvre des régulations, il prend des initiatives et il a de la créativité dans la manière dont il construit son activité. Et le corps est aussi à la fois sujet. Ça réfère aux travaux d'Antoine Laville, Serge Volkoff, Hugo et Valérie Peset, qui traduit combien le geste est professionnel dans la manière de se mobiliser dans son travail avec son corps, avec une puissance d'agir, un rapport sensible au travail, comme disait Davzy, où le corps est aussi une manière de pouvoir se développer face à l'adversité des difficultés de l'activité. Donc, dans cet questionnement que j'ai entre activité collective, risque et corps, je considère ici que l'activité collective est une ressource pour la gestion des risques, mais cette activité collective, elle participe aussi à mobiliser le corps, et notamment le passage du corps organisme au corps sujet. Alors, petit rappel rapide hein, sur l'ergonomie de l'activité, l'ergonomie constructive. Si c'est pour comprendre ce modèle de l'activité collective, on peut se référer au modèle de Leplat. Leplat, il décrivait l'activité individuelle comme l'articulation, la combinaison, le couplage entre le sujet et ses caractéristiques, qu'il nomme les conditions internes, et la tâche, avec ses caractéristiques, ses buts et ses conditions, qu'il nomme les conditions externes. Jacques Leplat reprend ce modèle un peu plus tard en essayant de s'inspirer de ce modèle pour évoquer la notion de tâche collective qui relèverait des conditions externes et le groupe étant les caractéristiques du groupe, les conditions internes d'un travail collectif. Et c'est ce couplage entre le groupe et la tâche collective qui pourrait amener à réaliser une activité avec les conséquences que l'on connaît sur la tâche, le sujet et ce développement. Alors, dans ce modèle de Leplat, en fait, on est quand même dans une approche du travail collectif, du point de vue de la tâche et du collectif en tant que groupe, mais on n'a pas encore véritablement défini ce qu'est l'activité collective comme aussi nécessitant un collectif de travail. Donc, je reprendrai cette notion. Ensuite, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans mes interventions, je fais plutôt comment on va dire, de la recherche-intervention, c'est-à-dire que c'est à partir de mes interventions que je participe à des développements, souvent de l'activité collective, et c'est par ces développements que j'arrive à produire des connaissances sur l'activité collective. Et ça se construit pas seulement le chercheur qui intervient, mais ça se construit dans une posture de co-construction. Donc, il y a différentes postures possibles dans l'intervention, hein. Soit on intervient voilà, pour dire le vrai ou pour dire un diagnostic, ou pour identifier des problèmes à résoudre du point de vue de l'ergonomie de conception, soit au contraire, on est dans cette approche qu'on dit constructive ou développementale de co-construction euh, pour pouvoir développer l'activité. Alors, le modèle de l'activité collective que je propose, hein, c'est de dire que euh, un travail collectif ne suffit pas pour faire face aux situations critiques et qu'il y a besoin d'un collectif de travail. Il existe différentes formes de travail collectif, mais ces formes de travail collectif ne sont pas suffisantes pour pouvoir élaborer et développer une activité collective. On a besoin d'un collectif de travail en plus du travail collectif. Quand cette activité collective est possible, ça va se traduire très souvent par des processus de réélaboration des règles. Et je vous ai dit combien ces réélaborations des règles étaient importantes par rapport à la gestion des risques, voire même des crises, car elle va venir renforcer le travail collectif et participer au développement du collectif de travail. Cette activité collective est une ressource pour la santé individuelle puisqu'elle va permettre à chacun, dans des formes de coordination, de pouvoir développer ses compétences et d'être complémentaire.
Et puis enfin, l'activité collective, pour pouvoir grandir et se développer, elle a besoin effectivement de faire un vrai travail sur le collectif de travail. Le collectif de travail, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça nécessite qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de manières de faire, de partage de règles de métier, de la manière dont on va soigner le travail et bien le faire. Donc, euh, il est bien important, quand on veut parler de l'activité collective, de comprendre que l'activité collective est une articulation entre le travail collectif et le collectif de travail. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer chez des policiers. Alors, ces policiers, ce sont deux jeunes qui sont envoyés sur un quartier difficile. Alors, j'essaie de... Voilà, ce sont deux jeunes qui sont envoyés sur un quartier difficile et je voudrais évoquer que là, le cas que je vous présente, il s'agit d'un travail collectif sans collectif de travail. Donc, ces deux jeunes sont envoyés sur un quartier très difficile, hein, où il y a beaucoup de violence. Et puis, il faut une interpellation sur ce quartier, mais et d'ailleurs, ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, hein. Ces deux jeunes qui sont dans une patrouille, ils ne se connaissent pas trop, hein. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment construit un collectif de travail et ils sont appelés pour intervenir auprès d'une victime qui se fait agresser par son voisin. Et cette victime, elle ne peut pas porter plainte parce qu'elle n'a pas de papier d'identité nécessaire à la démarche pour pouvoir arrêter l'agresseur. Les policiers ne peuvent donc pas intervenir malgré un agresseur qui les menace de ne pas faire leur travail, qui manque de respect, tente de les humilier auprès de la population du quartier. L'un des jeunes policiers appelle le chef de brigade pour savoir comment contourner la règle de dépôt de plainte pour pouvoir arrêter quand même l'agresseur. Le chef de brigade ne le soutient pas dans la réélaboration de la règle et leur demande d'appliquer la prescription. Et là, ils ne peuvent pas arrêter puisque l'autre personne n'a pas ses papiers d'identité. Ils doivent quitter le quartier dans une grande tension émotionnelle du fait de cet échec d'intervention. Donc, on voit ici combien l'absence de collectif de travail et puis le non-soutien aussi hein, de la part de la hiérarchie en termes de marge de manœuvre n'a pas permis de réélaboration des règles. Et en fait, on ne tient pas dans cette activité collective la possibilité de tenir la santé. Donc, j'insiste là-dessus, hein. J'insiste sur le fait que quand on va pouvoir réélaborer les règles, hein, c'est un instrument de développement de l'activité collective. Et je vais prendre maintenant un autre exemple, hein, toujours chez les policiers, pour dire que quand justement on a du travail collectif et du collectif de travail, il est plus aisé d'arriver effectivement à tenir ces objectifs de préservation et de gestion de risque. Là, il s'agit d'un autre équipage, hein. C'est un collectif qui se connaît bien. Ça fait longtemps qu'ils tournent ensemble sur des quartiers difficiles. Et sur ces quartiers difficiles, euh, eh ben, il se trouve à devoir vérifier. Il y a quelqu'un qui apparemment conduit sans plaque d'immatriculation. Et normalement, la règle, ben, c'est de vérifier tous les papiers d'identité pour pouvoir faire le PV, etc. Et en fait, il se rend compte que cette personne est immigrée en situation illégale. Et donc, ils décident ensemble de ne pas faire l'interpellation et demandent à la personne de revenir au bureau de police avec d'autres papiers pour pouvoir gérer la situation. Donc, on voit ici que le collectif hein, a réélaboré les règles, hein, l'utilisation des règles pour pouvoir faire face à cette situation difficile et qui enrichit aussi leur collectif de travail sur la manière dont on intervient, par exemple, dans ces quartiers difficiles, sur une population d'immigrés en situation illégale. Donc, les stratégies collectives ici permettant de répondre aussi à l'efficience hein, du collectif de travail et à la gestion des risques. Alors, la nouveauté, c'est. Alors, je vous ai, il y a différentes façons hein, de pouvoir participer au développement de l'activité collective. Quand j'interviens, on peut intervenir sur favoriser le travail collectif, hein, parce qu'on sait que plus on favorise le travail collectif, plus ça développe du collectif de travail et ça va permettre ce développement de l'activité collective. Ou alors, on peut aussi intervenir à favoriser du collectif de travail pour aider ce développement de l'activité collective, voire même le travail collectif. Là, je vous ai mis un exemple hein, des différentes formes de travail collectif qui ont été travaillées par Cécilia de la Garza et Annie Facina.
pour vous dire que voilà, on peut faire un diagnostic du travail collectif. L'idée étant que plus il y a de formes variées et diverses de formes de travail collectif, plus on va pouvoir faire face à des situations critiques. Alors c'est vrai que quand on va dans une équipe et qu'on voit que de la coactivité et jamais d'entraide, par exemple, c'est un indicateur que ça fonctionne pas très bien du point de vue du travail collectif et que ça va avoir des effets sur l'activité collective. Je vous ai mis aussi des indicateurs pour pouvoir mesurer la vitalité du collectif de travail. Par exemple, hein, c'est comment on s'ajuste aux difficultés, est-ce qu'on partage un point de vue sur la manière de prendre soin du travail, comment on va équilibrer les efforts, comment on va partager du sens ou avoir une confiance dans la manière dont les uns et les autres réalisent le travail. Et souvent, le collectif de travail, ce qui est important, hein, il tient la question de la santé, de la sécurité des autres, euh, de chacun, et en réalisant cette possibilité de référence dans le collectif de travail, ben, ça va permettre aussi le pouvoir d'agir dans l'activité individuelle de chacun. Alors, on peut aussi faire l'évaluation de ce collectif hein, pour accompagner le développement de l'activité collective. Alors, la nouveauté, c'est la question du corps. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est très important dans l'activité collective de gestion des risques de bien comprendre cette articulation entre le corps organisme et le corps sujet. Euh, alors, quelque chose qui est très important, c'est pourquoi je distingue le corps du collectif. Le corps n'est pas collectif. Le corps, il est individuel. Parce que le corps, c'est en lien aussi avec la question de la santé. La santé, elle est individuelle, hein. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de poser cette question du corps aussi de façon différente du collectif par rapport à cette notion de gestion des risques. Alors, le lien que je voudrais faire entre corps, collectif et risque, c'est de vous dire que quand le corps organisme qui est exposé à un certain nombre de risques et le corps sujet peut se réaliser, hein, quand les actes qu'on réalise dans nos activités gestuelles, corporelles, et qui font sens par rapport à la manière dont on va réaliser l'acte, c'est une bonne articulation entre corps, organisme et corps sujet. À ce moment-là, l'activité, elle est vitale, hein, elle est en santé et le corps est vivant. À l'inverse, quand le corps-organisme n'est pas en adéquation avec le corps-sujet, hein, quand on est amené à faire des choses ben, qui ne correspondent pas à la manière dont on voudrait pouvoir se mobiliser dans l'action, à ce moment-là, l'activité est empêchée. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand il n'y a pas de collectif, eh ben, ça va se traduire par de la souffrance et des difficultés en termes de gestion des risques. Je vais prendre un exemple pour décrire hein, ce corps souffrance, hein, finalement, qui est lié à une activité empêchée et pas de collectif. Il s'agit de guides de haute montagne. Euh, alors, je vais prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. En fait, les guides de haute montagne échangent très peu entre eux hein, quand ils sont sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup d'entraide ni de collectif sur la manière de gérer le client par rapport aux risques potentiels. Ce manque de travail collectif dans l'action et de collectif de travail peut amener le corps en souffrance, voire en insécurité. Alors, quand le client fait une course le guide fait une course avec son client, euh, il est tout seul avec son client, hein. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de valeurs de métier hein, sur la performance, par exemple, hein, sortir le sommet ou aller vite pour être moins exposé, etc. Euh, mais très souvent, quand même, ce qu'on constate, c'est que l'entraide n'est pas évidente sur le terrain, avec une absence de collectif qui peut amener à des prises de risques pour soi et pour autrui. Par exemple, lors des descentes en ski, le risque d'avalanche est très élevé du fait de son caractère imprévisible et le diagnostic sur les passages exposés est rarement discuté entre deux guides faisant la même course. Les guides, ils savent pas travailler ensemble. Tu vois, tu te retrouves avec un autre guide sur une autre course, tu le connais pas, mais tu vas dans la même pente que lui, et bah, il n'y a pas beaucoup qui sont capables de communiquer, de dire, bon, là, on fait gaffe, tous les deux, parce que c'est le passage, il est exposé.
on s'organise tous les deux. Parce que c'est pour que ce soit moins craignos. Non, généralement, ça va se tirer la bourre, les deux, et tu te retrouves dans des situations à risque. Une autre situation chez les guides, c'est le dépassement entre cordées. Il est fréquent d'observer que le guide en cordée avec son client double une cordée d'amateur ou une autre cordée de guide. Et cette situation, elle est un peu à double tranchant parce qu'effectivement, doubler une cordée, ben, ça permet d'être plus rapide et d'éviter de se prendre une pierre au-dessus quand on double, parce qu'on est au-dessus. Mais en même temps, ben, en doublant, on prend des risques, on peut faire des erreurs et ça peut conduire vraiment à une prise de risque très importante et très impactante. Et ce que les guides nous disent là-dessus, hein, c'est que la plupart, c'est je fais mon truc, je marche sur les autres, quoi. Ils veulent tellement faire pour leur gueule, euh, c'est la foire d'empoigne. Ils ont tous l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres et qu'ils vont plus vite. C'est une fierté personnelle. Ouais, moi je l'ai fait en 2 heures, alors que normalement on devrait le faire en 3 heures. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, chez les guides, le groupe tue. Il n'y a pas vraiment de collectif et le corps, du coup, est exposé dans cette impossibilité entre la manière dont je vais pouvoir mobiliser mon corps à organisme et la manière dont je vais pouvoir me réaliser et la difficulté d'en discuter. Maintenant, je vais prendre une situation où, au contraire, dans l'activité de travail, on peut lier ce corps-organisme qui est exposé, mais le sujet aussi, le corps-sujet qui peut se réaliser dans un rapport sensible à son activité. Et là, on est ici plutôt dans un corps vivant, en santé. Et s'il y a du collectif, à ce moment-là, le corps devient un instrument de l'activité collective. Alors, je vais prendre un exemple toujours chez les guides, hein, pour vous montrer que parfois, on arrive à être dans l'usage de ce corps ben, qui nous permet d'être dans une activité collective de gestion des risques. Euh, alors, là c'est une situation de concertation entre des guides hein, qui sont sur une arête très dangereuse. Il y a eu un éboulement rocheux l'année dernière. Et en fait, ces guides, ils se connaissent un peu, ils forment un peu un collectif. Et puis, pour eux, c'est important voilà, de réaliser cette course parce que c'est une course un peu emblématique hein, sur le Mont Blanc. Et je voudrais juste vous exprimer la manière dont ils arrivent à se concerter. Donc là, j'observe une femme guide expérimentée qui nous montre comment, à travers l'observation, elle prend ses décisions pour l'accorder et en s'appuyant sur ses collègues. Donc d'abord, elle regarde, elle observe le terrain, puis voit un collègue qui fait un rappel. Un rappel, c'est pour descendre les gens sur une corde, sur un des rochers justement qui est tombé. Et c'est l'itinéraire qui est conseillé aujourd'hui par la compagnie des guides parce que cet itinéraire a été aménagé depuis l'éboulement. Et elle demande donc à ce collègue qui est en train de descendre un des clients, son client, comment ça se passe. Mais à son retour, en fait, elle ne le sent pas trop bien. C'est à l'ombre, il fait froid du côté où il est passé. Donc, avant qu'elle ne s'engage, il y a un autre collègue plus âgé qui arrive, très expérimenté, et qui, lui, bon, il commence à discuter, à blaguer un peu sur la manière de faire les nœuds sur les cordes. Elle le laisse passer, et ce collègue plus expérimenté lui emprunte un tout autre itinéraire que celui qui est conseillé. Euh, et quand il est en bas, elle lui demande comment ça passe. Il lui répond, ça va. Et elle décide finalement de faire comme l'ancien, comme le collègue qu'elle vient de rencontrer, là, et elle nous dit qu'elle se sent mieux sur cet itinéraire du côté sud, qui est plus aéré, même si en réalité il existe des risques de chute importants. Elle nous demande, en tant que client, de bien faire attention où on pose les pieds pour éviter de faire tomber une pierre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ben, dans cette situation, il y a un collectif et il y a une réélaboration des règles. Hein, d'accord? Et ils se concertent sur la manière dont ils peuvent contourner l'itinéraire qui est conseillé. Euh,
Et la communication, elle porte sur le lien avec le corps, hein, puisqu'elle demande à ses clients de faire bien attention à leurs pieds, hein, sur la manière d'éviter des chutes de pierre. Et là, on a effectivement le corps-organisme, hein, éviter la chute, de se blesser. Mais il y a aussi le corps sujet, hein, c'est-à-dire que cette femme qui accompagne son groupe, sa cordée, euh, ce qui est important pour elle, dans la manière dont elle réalise sa course, c'est de faire une belle course en sécurité. Et puis en plus, elle vient d'avoir des jeunes enfants et maintenant elle ne veut plus faire n'importe quoi en montagne et elle veut vraiment aussi pouvoir se préserver par rapport à la manière dont elle va réaliser cette course. Donc on voit ici une possibilité de coordination, hein, de concertation possible qui rend du coup la gestion des risques totalement différente. Et je voudrais prendre un autre exemple chez des pompes funèbres. Alors, vous avez tous vécu un jour ou l'autre un enterrement. Donc là, je vais vous parler des porteurs de cercueil. Alors, ces porteurs de cercueil, je voudrais vous parler combien le corps il est mobilisé dans la coordination des gestes. Et que quand il y a cette possibilité de bien coordonner les gestes, hein, avec un collectif, eh ben, ça participe à une gestion des risques. Alors, le port de cercueil se fait à l'épaule, alors en France, mais je ne sais pas comment ça se fait chez vous au Québec, hein, mais ça se porte à l'épaule et ça nécessite une très grande synchronisation des gestes. Les plus petits se mettent souvent devant et les plus grands se mettent derrière, car il est important de porter le cercueil droit pour ne pas faire mal, ne se faire mal au dos, pour pas se faire mal au dos et pour respecter ce moment solennel pour la famille et d'assurer aussi le confort du défunt pour pas qu'il tape la tête. Alors, comment les porteurs se synchronisent-ils? Comment font-ils pour lever ensemble et descendre le cercueil? Et est-il possible de bien porter quand un membre de l'équipe a déjà mal? Les observations de terrain et les discussions avec les porteurs permettent de rendre compte qu'il y a des savoir-faire collectifs dans la manière de coordonner les gestes. On se parle, on sort le cercueil, chacun se met à une poignée, on prend ensemble en surveillant l'autre. Pour mettre à l'épaule, être régulier, faire en même temps. Pour marcher, partir au pied gauche, être régulier comme à l'armée. Ceux de devant lèvent le pied devant, ils lèvent le pied pour lancer, pour descendre le cercueil, celui qui guide marque un temps d'arrêt, signifiant stop. Et on descend en même temps le cercueil que l'on dépose sur les tréteaux. Donc être synchronisé, c'est pas évident, hein, ça nécessite des règles de métier. Ça nécessite de pouvoir se coordonner, hein, dans les gestes, hein, pour pouvoir se préserver et préserver la santé de chacun. Et cette préservation du corps passe par le développement des compétences des uns et des autres. Et là, ici, on a bien une gestion des risques qui rend le travail collectif plus efficace et efficient et qui va participer finalement au développement du collectif de travail, mais qui va participer aussi au développement du corps-organisme, hein, puisqu'on va éviter de s'exposer aux troubles musculo-squelettiques, mais aussi au corps sujet. Euh, les porteurs sont très sensibles, hein, à la manière dont ils vont porter le cercueil pour faire des beaux obsèques. Bien porter, c'est bien porter pour la famille, mais c'est aussi pour prendre soin du défunt. Voilà, donc là, j'ai exprimé deux exemples, hein, pour vous montrer combien c'est important, hein, voilà, d'introduire aussi la question de cette articulation entre corps-organisme et corps-sujet dans la gestion collective des risques. Euh, et je voudrais terminer juste et comment faire maintenant du point de vue de l'intervention. Donc, du point de vue de l'intervention, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intervenir sur justement le corps, la gestion des risques et le développement de l'activité collective. Alors, je développe depuis quelques années l'idée que c'est par des méthodes indirectes, notamment d'autoconfrontation collective, qu'on va permettre des débats entre les professionnels pour discuter de la réélaboration des règles. Alors, ces autoconfrontations collectives, comment elles se font? C'est que d'abord, le point de départ, c'est que pour pouvoir développer de l'activité collective, il faut observer des situations de travail collectif. Et en observant ces situations de travail collectif, on va organiser une autoconfrontation simple avec chacun des protagonistes qui a participé au travail collectif. Et puis ensuite, on va pouvoir les mettre ensemble autour de cette situation de travail collectif pour les faire discuter.
de la manière dont ils se représentent le corps qui agit dans la situation et la manière dont ils font face par rapport à un certain nombre de situations critiques. Euh, et là, très souvent, ça va amener à des controverses, souvent sur la gestuelle, hein. Par exemple, chez les fossoyeurs, on va discuter sur la manière de prendre la poignée. Puis, il y a des gens qui vont pas être d'accord sur la manière de prendre la poignée. Et très souvent, c'est lié aussi à des choses hein, qui se transmettent dans la culture du métier. Et en discutant de ça, on peut essayer d'imaginer des simulations. Alors, les simulations, moi, j'aime bien parce que je trouve que ça permet de se projeter et puis de se confronter réellement au geste de l'autre, hein. Par exemple, avec Pascal Simonet, dans un des cimetières là, du Père-Lachaise, on avait des fossoyeurs qui n'étaient pas d'accord sur la manière de casser la pierre. Donc, on a demandé aux fossoyeurs d'essayer la technique de l'autre pour pouvoir créer du geste dialogué, c'est-à-dire la manière dont, à travers la sensation qu'on a dans son corps de ressentir quelque chose de différent par rapport à la manière dont on tient les buts de l'activité, on peut élargir la question du dialogue. Et ces dialogues nous permettent souvent ensuite d'aider les professionnels à avoir un point de vue collectif sur ce qu'il faut modifier dans l'organisation du travail. Ça contribue vraiment à créer des nouvelles marges de manœuvre hein, organisationnelles dans la discussion qu'on peut avoir avec les directions. Et puis ensuite, on accompagne. Alors, on accompagne quoi? On accompagne des essais sur des nouvelles formes d'organisation du travail ou avec du matériel. On peut aussi être dans des objectifs de formation, d'apprentissage, et puis voire même quasiment de conception de nouvelles formes d'organisation. Et tout ceci participe à quoi? Participe à ce mouvement hein, d'analyse du travail collectif, à du collectif de travail, avec l'idée que si on a du travail collectif et du collectif de travail, on va pouvoir mieux mobiliser le corps dans l'activité de travail et ça va participer à une gestion des risques. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé. J'ai même été un petit peu plus long, vraiment désolée. Mais bon, l'idée, c'était de vous dire que tout ça est détaillé hein, dans différents écrits que j'ai réalisés et que vous pourrez retrouver hein, si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, je reste Merci. disponible pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sandrine, pour la riche présentation avec des exemples à l'appui qui nous permettent de bien comprendre les concepts. Je vous inviterai en fait à ouvrir vos caméras pour ceux et celles qui le souhaitent et on a un petit moment là, pour poser des questions à Sandrine. Donc, vous pouvez lever la main virtuellement pour des questions. Donc, le temps que les gens se préparent pour leurs questions, Sandrine, j'en ai une première ici à te poser. En fait, je vais te la lire. La personne mentionne qu'elle intervient actuellement sur une demande d'intervention dans un port pour effectuer une analyse ergonomique des postes de travail des amarreurs et des matelots. Puis elle mentionne que les observations des situations de travail lui ont permis de comprendre que les travailleurs réalisent des opérations d'accostage et d'appareillage de navires simultanément en coordination avec d'autres métiers, notamment des capitaines de remorqueurs, des pilotes, etc. Et elle mentionne d'où l'intérêt pour la dimension collective du travail. Et aussi la coopération dans les équipes. Dans ce contexte, les travailleurs, en fait, sont exposés à différents risques, dont des risques de troubles musculo-squelettiques, des risques également là, au niveau des contraintes organisationnelles et psychosociales, parce qu'ils mobilisent leur corps dans l'exécution des tâches. Donc, sa question est la suivante. En fait, elle se pose la question, comment je peux mobiliser des connaissances dans les secteurs d'intervention que vous avez présentés, les exemples que vous avez donnés, pour comprendre comment la coopération favorise la gestion des risques chez les amarreurs et les matelots? Merci beaucoup hein, pour cette question. Euh, Bon, en fait, pour pouvoir montrer que la coopération participe à la gestion des risques, déjà, il faut décrire
cette coopération. Donc, ça veut dire aller sur le terrain, observer comment les gens coopèrent réellement. Hein. Est-ce que ben voilà, c'est par la communication ou par les gestes ou voilà, où on anticipe parfois le travail de l'autre. Est-ce qu'il y a des phénomènes d'entraide? Voilà. Donc moi, la première chose que je regarderai, voilà, est-ce qu'il y a vraiment de la coopération? La coopération, en fait, est définie hein, dans une des formes de travail collectif comme étant une forme qui participe effectivement à la gestion de risques. Et elle n'est possible que si effectivement le corps peut être mobilisé et que s'il y a du collectif pour être efficace et efficiente du point de vue de la gestion des risques. Donc, décrire déjà cette coopération, c'est important. Ensuite, en discuter avec. Alors là, on a sur un collectif qui est un peu élargi hein, finalement, hein, puisqu'on a des amarreurs, des matelots et d'autres métiers. Donc, moi, du point de vue de l'intervention, je commencerai d'abord à discuter. D'abord, j'observerai les formes de coopération, comment ça se passe réellement, puis avec des diversités, hein, d'accord? Quand on a trois bateaux ou un bateau, ou qu'on est sur un port facile d'accès ou pas facile d'accès, tout ça, ça doit jouer hein, sur les formes de coopération. Et puis, je ferai travailler d'abord le collectif d'amarreurs matelots sur le bateau, hein, sur comment eux, ils se positionnent déjà, est-ce qu'ils ont déjà discuté entre eux de la manière dont ils font cette activité collective avec les autres métiers. Et puis, dans un second temps, ben, j'accompagnerai ce collectif amarreurs matelots pour euh, engager une discussion avec les autres métiers, avec des formes voilà, d'accompagnement ben, qui sont à définir avec eux. Hein. C'est-à-dire que dans la manière dont on va aussi co-concevoir avec les professionnels des possibilités d'enrichir la collaboration intermétier, eh ben, ça se construit avec eux et sur comment on fait en termes de méthodologie. Merci. Je vous inviterai à ouvrir vos caméras. Je pense que ça va mettre un peu de vie à la présentation. Et on a une question d'Isabelle Feillou. Peut-être à vous présenter très, très brièvement, là, rapidement, avant de poser votre question. Donc, je te laisse la parole, Isabelle. Est-ce qu'on a un petit problème Ah, voilà. Est-ce que On ça entend. fonctionne? En écho. D'accord, ça, c'est une autre question, je vais régler. OK. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je n'en vois pas dans le chat. Bon, le temps que Isabelle pose sa question, moi j'en ai une en fait, j'en ai toujours, comme tu me connais. Alors, j'aurais la question, bon, on intervient dans des milieux où est-ce qu'il y a une diversité de population de travailleurs. On a des travailleurs qui sont permanents, mais on a aussi des travailleurs à statut temporaire. Je pense notamment au Québec, ça peut être des travailleurs d'agences de location, ça peut être des travailleurs saisonniers, ça peut être des travailleurs étrangers temporaires, etc. Il y a certains de ces travailleurs, en fait, qui peuvent venir quelques jours, voire même être présents quelques heures. Là. Ça peut être, je viens un 2 heures, un 3 heures sur une journée, etc. Je quitte. Donc, ça pose des enjeux à plusieurs niveaux. Je me demandais, dans un contexte comme ça, quels sont les moyens, les ressources qu'on peut mettre en place pour essayer de favoriser un collectif de travail ou du moins donner des moyens, là, donner de la marge de manœuvre, si on peut dire, au milieu là, pour essayer de Ouais, favoriser un collectif de travail en vue de ouais. développer là, une activité collective. Alors, c'est difficile quand on a des travailleurs saisonniers de construire hein, du collectif de travail. Donc, en fait, ça va dépendre beaucoup en fait, du domaine dans lequel ils vont travailler ou de la ferme dans laquelle ils vont travailler, qui bah, va donner des moyens justement pour du travail collectif et des outils qui sont adaptés par rapport à leurs besoins. Et moi, je suis très frappée de voir, par exemple, que dans la viticulture, par exemple, il y a des domaines qui séparent les travailleurs immigrés des travailleurs permanents et qui leur même interdisent dans l'hébergement d'être ensemble et de manger ensemble. Donc en fait, ils offrent aucune possibilité effectivement
de partager des moments et de pouvoir discuter du travail et de la manière dont on peut le faire. Alors qu'à l'inverse, il y a des domaines qui donnent vraiment des possibilités de travail collectif et puis aussi, du coup, ça participe à développer du collectif de travail. Et on voit d'ailleurs qu'on a nettement moins d'accidents, qu'ils arrivent davantage à se préserver et puis à demander aussi hein, aux patrons certaines conditions pour pouvoir réaliser leur travail. Donc là, dans ces milieux-là, je pense que l'intervention, elle se situe surtout sur l'organisation du travail, quoi, les marges de manœuvre au niveau de l'organisation qui sont données pour pouvoir construire du travail collectif au moins, et peut-être du collectif de travail. Et en tout cas, la question du corps, elle est super importante, parce que parfois, effectivement, on a des travailleurs saisonniers qui vont être exposés dans leur corps organisme hein, et qui aimeraient totalement faire autrement l'activité du point de vue du corps sujet, mais qui sont pas dans cette possibilité dans l'acte de travail de le faire. Et du coup, moi, j'attaquerais ça aussi du côté du corps, quoi. Comment ils mobilisent leur corps par rapport aux contraintes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, et comment on pourrait mettre ça peut-être un peu aussi en discussion. Euh, Ça, je pense que c'est important. Après, moi, je suis assez frappée. Là, aujourd'hui, il y a des mouvements grâce au... Alors, je suis pas très pour le numérique, mais parfois, il y a des choses qui marchent quand même. Dans la viticulture, maintenant, ils ont des WhatsApp entre saisonniers pour dire, oh là là, dans tel domaine, n'y allez pas, les conditions sont très mauvaises, et dans tel domaine, vous allez être quand même avec des meilleures conditions. Donc, ça dépasse aussi la frontière voilà, du domaine, hein, et il y a des de possibilités quand même l'entreprise. aussi, grâce aux outils numériques, de construire du collectif. Est-ce que j'ai récupéré mes choses? Est-ce que ça fonctionne, Marie-Ève? Oui, Oui, très ça bien, marche. Isabelle. Bonjour Sandrine. Bonjour. Désolée. J'avais le téléphone et l'ordi en même temps. Donc Isabelle Fayou, professeure d'ergonomie au département des relations industrielles avec Marie-Ève, puis directrice des programmes de second cycle en ergonomie. En fait, j'avais ma première question, elle ressemblait beaucoup à celle de Marie-Ève, mais dans le réseau de la santé, parce que notamment on fait des recherches ou des interventions. Alors, c'est pas exactement le même type de travailleurs, mais on avait quand même, je dirais, des travailleurs d'agence, mais on a surtout un turnover qui est très, très, très important. Et on est notamment dans un milieu à l'heure actuelle, à la fois en recherche puis en intervention avec une étudiante à la maîtrise qui est ici d'ailleurs, dans les participants, dans un milieu où on s'intéresse à la collaboration entre, mettons, des aides-soignants, qui est un métier assez balisé, et un nouveau type de métier qui est apparu dans l'équivalent des EHPAD, si tu veux, avec quelque chose qui est un peu décrété par les organismes. Il y a comme une nouvelle organisation de travail qui s'est mise en place. Mais c'est assez difficile d'aller chercher à la fois des types d'indicateurs qu'on peut attraper pour tu sais, voir ce qui se passe ou qui ne se passe pas et derrière, voir comment est-ce qu'on peut construire quelque chose avec les travailleurs, sachant ils sont dans une prescription très floue en plus. Euh, Comment on peut construire quelque chose alors que ça bouge beaucoup, beaucoup? Ça, c'est un peu ma question. Donc, un peu redondante peut-être avec celle de Marie-Ève. Je ne sais pas s'il y aurait des pistes distinctes. Puis après, j'avais une autre question sur le premier modèle que tu as montré. Je ne sais pas s'il serait possible de revenir dessus là, mais je me suis demandé en fait dans ta partie du haut, là où tu marquais souffrance, là, puis tu indiquais bien qu'il n'y avait pas de collectif de travail, puis que le collectif de travail était plutôt en soutien, là, dans le bas du modèle, mais as-tu vu des endroits ou des situations où tu avais un collectif de travail, mais tu étais quand même dans cette zone de souffrance Hum, dans le haut de ton modèle, en fait? Je me posais la Ouais. question. Merci hein, Isabelle, hein. Ça me permet de poursuivre la discussion, donc c'est très bien. Donc je ferai la même réponse qu'à Marie-Ève hein, dans le réseau de santé, là où tu as une collaboration peut-être pas aisée entre deux différents professionnels, c'est d'aller voir du côté plutôt de l'organisation hein, et des marges de manœuvre offertes par l'organisation. Euh, Là, ce qui est intéressant, c'est que quand même, dans ce milieu de soins d'EHPAD, hein, le corps, il est extrêmement sollicité dans la relation avec les usagers, les patients. Euh, et ça, par contre, je pense que du point de vue
de groupe de travail ou de la formation, on peut faire vraiment discuter les gens sur comment on fait un soin avec un résident difficile, comment on s'y prend quand il y a un refus de soins pour amener aux toilettes, et voilà, faire discuter sur des situations très concrètes qui relèvent effectivement parfois du corps organisme qui est quand même vraiment exposé et du corps sujet qui est empêché finalement dans la Oui, c'est ça. réalisation de l'activité. Alors pour revenir sur l'histoire du collectif, en fait, bien sûr que le collectif peut être source de souffrance, hein, d'accord? Parfois, tu as des façons défensives de fonctionner dans un collectif qui n'est pas source de préservation. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas un collectif. C'est-à-dire que tu as une équipe, tu as une collection d'individus, mais qui partagent pas ensemble des valeurs sur la manière de faire le travail et de se préserver. C'est-à-dire que la définition même du collectif, c'est pouvoir prendre soin de soi, mais aussi de l'autre. Donc ça, c'est un indicateur pour moi, hein. C'est-à-dire que si ben, j'observe justement la vitalité du collectif et que je vois que ben, comment le groupe crée de la souffrance, hein, c'est qu'il n'y a pas de collectif en fait. C'est qu'ils ne sont pas capables de prendre soin de l'autre. Il n'y a pas d'alternative là-dessus. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de vitalité. Donc pour moi, c'est très important parce que quand on réfère au début de l'ergonomie où on parlait des dimensions collectives de l'activité, on le situait dans les déterminants, si tu veux, et le plat situait la question du groupe par rapport à la tâche. La tâche étant la tâche collective étant, si on reprend aussi travail prescrit, travail réel, ben vous avez d'un côté la tâche collective, hein, le travail collectif, et puis de l'autre côté, vous avez l'activité collective. Mais pour cette activité collective, il faut véritablement un collectif de travail en plus. Sinon, ben, on n'est pas du tout garanti que ça va fonctionner, même en termes de gestion des risques et de la sécurité. Je, merci Sandrine, je vois le temps qui file rapidement. On a dépassé un petit peu notre temps, mais je me permettrais, en fait, pour ceux qui peuvent rester, je laisserai, il y a Jérôme Prairie qui a une question, donc on pourrait prendre la dernière question, en fait, qui serait celle de Jérôme, puis par la suite, je conclurai là, un petit mot de la fin. Oui, merci Marie-Ève. Je ne savais pas si ça finissait à quelle heure. Je pensais que ça finissait à 13 heures. Donc, je me suis dit, je vais profiter du temps pour poser quelques questions à Caroline et surtout lui demander son opinion. Donc, merci Caroline pour ta présentation. Donc, Jérôme Prairie, je suis également professeur adjoint au département des relations industrielles dans le programme d'ergonomie avec Marie-Ève et Isabelle Feilloux. Euh, Sandrine, j'aurais une question. Je me suis demandé comment tu as posé, puis dans la fin de ta discussion sur le sujet avec Isabelle, un peu amené peut-être l'idée de parler à la fin que l'équipe doit partager des valeurs qui sont communes pour établir une espèce de collectif, un travail collectif. Et tu parlais beaucoup là, d'établir une vitalité dans ce duo-là, par exemple, de coéquipiers. Puis j'ai travaillé quand même beaucoup avec les ambulanciers, les techniciens ambulanciers paramédics. Puis, comme tu as donné des exemples avec les policiers, je me suis dit peut-être que tu vas être capable de faire un parallèle avec les ambulanciers. Et dans les entreprises que je suis ou qu'on va, souvent le choix des horaires, le choix du duo d'équipe qui se forme, par exemple pour une année complète, est fait en fonction de l'expérience. Donc, plus tu es pas de l'expérience, excuse-moi, de l'ancienneté. Donc, plus tu es ancien dans l'entreprise, plus tu peux choisir ton horaire rapidement. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui vient ensuite de ça choisir son horaire pour être jumelé à une personne. Et ça m'a toujours questionné parce que je me suis toujours dit, il y a tellement d'impact de ce choix-là, puis qui est fait sur un choix uniquement d'ancienneté, mais qui peut avoir énormément de répercussions sur l'activité collective. Alors, je voulais avoir un peu ton opinion sur cette façon de procéder-là, comment qu'on peut en discuter, comment qu'on peut amener ce sujet-là. Est-ce que c'est déjà des choses que tu as déjà vécues avec les policiers ou avec d'autres corps d'emploi? Mm. Merci, hein, Jérôme, hein. Parce que effectivement, ça me permet de partager voilà, une expérience qu'on a eue dans les abattoirs, où en fait, on avait toujours les jeunes qui allaient sur les tâches les plus difficiles.
comme si effectivement l'expérience permettait d'accéder plus à des postes doux pour tenir face aux problématiques de troubles musculo-squelettiques. Et en fait, maintenant, moi, j'en ai fait ben, aussi un indicateur, quoi. Quand je vois que dans une équipe, c'est toujours les mêmes qui se tapent le boulot dur, et ça peut être dans un abattoir, ça peut être dans un EHPAD, ça peut être dans n'importe quelle activité, et ben, je me dis que là, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas au niveau du collectif. Alors, du coup, j'en fais quelque chose. C'est-à-dire que je vais ramener ça à l'équipe, dire, ben, écoutez, je comprends pas bien là. En fait, c'est toujours machin qui fait les tâches les plus dures. Est-ce que c'est normal? Comment vous en discutez entre vous? D'abord, c'est pas sûr qu'il y ait une discussion là-dessus, hein. Vous voyez, il y a souvent des relations de pouvoir aussi, hein. Les anciens, ils ne veulent pas perdre hein, ces postes doux, hein. Et puis, euh, parfois c'est ça aussi, hein, on ne remet pas en cause des systèmes qui ont une certaine puissance aussi de relation entre les personnes sur le fait que bah, c'est les anciens qui choisissent leurs horaires. Mais pourquoi c'est les anciens qui choisiraient leurs horaires alors que bah, il y a des femmes avec des jeunes enfants, il y en a un qui a mal à l'épaule, etc. Bon, voilà. Donc ça, à un moment donné, il y a eu des travaux hein, aussi sur les abattoirs, mais aussi sur les transports dans le bus, hein, bah, pour pouvoir accompagner parfois la transformation, il faut faire des expérimentations. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que si les gens, ils n'ont pas testé, ils n'ont pas senti dans leur corps que ça pouvait être possible et qu'on pouvait faire autrement, eh ben, ils ne le voient pas. Et ils ne peuvent pas en discuter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, du point de vue de l'intervention, on va dire, ah bah tiens, on va essayer de voir si chacun se positionnait sur son choix d'horaire. Et qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est vrai qu'il faut embarquer, par contre, le management, hein, et puis mettre des bornes hein, en disant que c'est une expérimentation, on peut toujours revenir en arrière. Ça peut fonctionner comme ça ne fonctionnera pas si voilà, ça présente des difficultés. Et donc là, je pense vraiment qu'il faut aller vraiment sur sentir ça en réel, quoi. Expérimenter, tester, pour pouvoir provoquer un nouveau dialogue entre les professionnels sur des choses qui bloquent, qui coincent, en fait, et qui ne sont pas discutées souvent. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait en discuter longtemps. Ça me faisait penser aussi à des travaux de collègues qui sont en cours présentement. Là, je pense qu'il y a Mélanie Lefrançois qui est parmi nous aussi. Bref, ça amène plusieurs beaux échanges, des belles discussions qu'on pourra poursuivre à un autre moment. Je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement Sandrine pour cette présentation, ces échanges, vraiment très appréciés. Merci beaucoup, Sandrine. Et Merci à vous, également, hein. et également peut-être vous informer rapidement qu'on a un prochain webinaire, en fait, qui va être organisé, qui va se tenir le 22 janvier à midi, heure du Québec. Et le titre est le suivant, pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et si la solution n'était pas dans les technologies du futur, mais dans le passé. Donc, ça va être notre collègue Willy Bushman du CNAM qui va venir présenter. Vous allez recevoir les informations là, par les différents réseaux sociaux, liste de courriels, etc. Donc, merci à tout le monde pour votre participation. Merci encore, Sandrine, pour ta présentation très appréciée. Au plaisir, tout le monde. Au revoir. Merci, merci, au revoir.